Le premier cri retentit sans prévenir. Il ne venait pas d'un visiteur, mais de l'enclos lui-même. Il fendit le calme de la fin de matinée aux os, brutal, cru, presque douloureux. Un son capable d'arrêter les pas, de faire se retourner les têtes, de provoquer cette réaction instinctive que le corps a avant même que l'esprit comprenne. Les conversations se brisèrent net. Une poussette roula de quelques centimètres avant qu'une main affolée ne la ramène en arrière. Près de l'habitat des gorilles, un enfant se mit à pleurer, non pas parce qu'il comprenait ce qui se passait, mais parce que la peur se transmet plus vite que les mots. À l'intérieur de l'enclos, Cobb n'était plus immobile. Il s'était levé d'un bond, ses épaules massives se soulevant et s'abaissant violemment. Ses poings frappaient la vitre renforcée avec une force qui faisait vibrer le métal jusque dans les rambardes. Sa poitrine se gonflait, ses yeux, habituellement calmes, observateurs, presque fatigués, étaient grands ouverts, fixés sur quelque chose que personne d'autre ne semblait voir. Les soigneurs accoururent immédiatement, déjà en train d'appliquer des protocoles qu'ils connaissaient par cœur. L'agitation, ils l'avaient déjà vue. Les gorilles étaient des animaux sensibles, intelligents. Le stress faisait partie de leur réalité. Cela aurait dû être gérable. Mais ce qui se déroulait sous leurs yeux n'avait rien de familier. Ce n'était pas du stress. C'était de l'urgence. Cobb ignora tous les signaux d'apaisement. Les voix douces, les gestes connus, même la présence de soigneurs en qui il avait confiance depuis des années. Il ne se replia pas au fond de l'enclos comme il le faisait habituellement lorsqu'il était submergé. Il ne chercha pas à imposer une dominance. Il resta face à la vitre. Il frappa encore, plus fort, puis fit quelque chose qui glaça le soigneur le plus proche. Il pointa. Pas vaguement. Pas au hasard. Son doigt se posa contre la vitre, se leva, puis se posa de nouveau, exactement au même endroit, comme si le verre lui-même était un obstacle entre lui et quelque chose qu'il devait atteindre. Reculez, dit quelqu'un d'une voix tendue. Donnez-lui de l'espace. Les visiteurs furent rapidement éloignés. L'efficacité était mécanique, fruit de l'habitude. Pourtant, même lorsque la zone se vida, Cobb ne se calma pas. Au contraire, sa concentration sembla s'intensifier. Parce qu'une personne n'avait pas bougé. Emily Carter se tenait juste derrière la rambarde, sa radio oubliée dans sa main. Elle travaillait avec Cobb depuis des années, assez longtemps pour faire la différence entre agitation et alerte. Assez longtemps pour reconnaître quand son langage corporel ne correspondait pas à la situation. Elle n'avait pas peur de lui. Pas encore. Mais quelque chose dans la façon dont il la regardait lui serra la poitrine. Ce n'était pas de l'agressivité. C'était de la peur. Les yeux de Cobb suivirent chacun de ses mouvements lorsqu'elle fit un pas prudent en arrière, puis un autre. Sa respiration exacelera. Il frappa encore la vitre. Pas avec colère, mais avec insistance, comme quelqu'un frappant à une porte qui refuse de s'ouvrir. « Émilie, éloigne-toi » cria un superviseur. Maintenant. Elle obéit. Et la réaction de Cobb fut immédiate. Il rugit. Pas le rugissement territorial destiné à avertir un rival, mais un son brisé, tendu, chargé d'une panique brute. Il frappa encore une fois, puis pointa de nouveau, suivant son déplacement, comme si elle était le centre d'un danger invisible. Le silence tomba. Personne ne parlait, parce que personne ne comprenait. Ils essayèrent tout. Réduction du bruit. Changement des angles visuels. Objet d'enrichissement destiné à détourner son attention. Rien ne fonctionna. Cobb refusa de se détourner. Refusa de s'allonger. Refusa de tourner le dos à Emily. Même lorsqu'elle disparut brièvement derrière une porte de service, il resta figé, en alerte, comme si le calme n'était plus une option. Les vétérinaires arrivèrent. Les caméras furent consultées. Les relevés analysés. Aucun signe de maladie. Aucun traumatisme. L'environnement n'avait pas changé. Tout était normal, sauf lui. Et plus le temps passait, plus un schéma se dessinait avec une clarté troublante. Cobb ne réagissait pas aux foules. Pas aux inconnus. Pas même aux soigneurs qu'il connaissait depuis toujours. Il réagissait à une seule chose. Emily le sentit avant que quiconque n'ose le formuler. Une inquiétude sourde s'installant sous ses côtes. Elle chercha des explications rationnelles. Un geste mal interprété. Une odeur différente. Une erreur. Rien ne collait. Cobb la regardait avec urgence. Pas avec attente. Comme si le temps comptait. Des heures plus tard, il s'éloigna enfin de la vitre. Pas parce qu'il s'était calmé, mais parce qu'Emily avait été escortée hors de la zone. Ce n'est qu'alors que sa posture se relâcha légèrement. L'incident fut consigné comme une anomalie. Une réaction isolée. Mais Emily savait que quelque chose clochait. Cobb n'avait pas cherché à se calmer. Il avait cherché à avertir.
Et en quittant l'enclos ce jour-là, une pensée s'imposa à elle avec un poids qu'elle ne savait pas encore nommer. Et si ce n'était pas de la colère, mais un avertissement? Emily Carter avait toujours cru connaître Cobb. Cette certitude n'était pas de l'arrogance, mais le résultat d'années de routine silencieuse. Les matins avant l'ouverture du zoo, lorsque l'air était encore frais et que les enclos semblaient respirer plus lentement. Les fins de journée, quand les visiteurs partaient et que les animaux retrouvaient un calme plus authentique. Elle connaissait ses rythmes, ses habitudes, la manière dont son attention dérivait lorsque la lumière changeait. Elle savait quand il voulait être laissé tranquille et quand sa présence était tolérée, presque acceptée. C'est pourquoi, lorsque l'incident fut officiellement clos et que l'enclos retrouva son apparente normalité, Emily s'attendit à ressentir un soulagement. À la place, une inquiétude persistante s'installa. Quelque chose restait en suspens, comme une phrase interrompue. Cobb l'avait observé bien avant de frapper la vitre. Ce détail revenait sans cesse dans son esprit, plus net à chaque souvenir. Sa tension n'était pas née soudainement. Elle avait grandi lentement, patiemment, sans que personne, pas même elle, ne s'en rende compte. Les jours suivants, Emily tenta de reprendre une routine normale. Les horaires furent ajustés. Les responsabilités redistribuées. On lui demanda de garder une certaine distance avec l'enclos, par précaution. Officiellement, l'affaire était classée comme une réaction de stress. Officieusement, elle planait dans l'air comme une question à laquelle personne ne voulait donner de forme. Cobb, lui, se comportait comme si rien n'avait été résolu. Lorsqu'Emily se trouvait à proximité, même derrière une barrière secondaire ou dans un couloir de service, son attention changeait. Il ne criait plus. Il ne frappait plus. Il regardait. Il se positionnait de façon à la voir. Il ajustait son corps lorsqu'elle bougeait. Son regard était stable, précis, délibéré. Ce n'était ni une menace, ni une attente affective. C'était une vigilance. Emily le remarqua immédiatement, et quelque chose se déplaça en elle. Elle commença à passer plus de temps près de l'enclos, pas assez pour inquiéter la direction, mais suffisamment pour observer. Elle se convainquait qu'il s'agissait d'un simple devoir professionnel, d'un besoin de comprendre une anomalie comportementale. Pourtant, une autre force l'attirait. Une forme de reconnaissance silencieuse qu'elle n'était pas prête à nommer. Le lien entre eux n'avait jamais été démonstratif. Il ne reposait ni sur le jeu ni sur l'entraînement. Il s'était construit lentement, dans le respect mutuel de l'espace. Avec le temps, la tolérance était devenue familiarité, puis confiance. Cette confiance pesait désormais autrement. Quand Emily restait immobile, Cobb se calmait. Quand elle s'éloignait, il devenait attentif, non agressif, mais prêt, comme un gardien dont la charge venait de quitter son champ de vision. D'autres soigneurs commencèrent à le remarquer. « Il te suit du regard », murmura un collègue un après-midi, à moitié sur le ton de la plaisanterie. Emily esquissa un sourire, mais ne répondit rien. Elle ne dit pas qu'elle avait commencé à se sentir observée même en dehors du travail. Que le souvenir du regard de Cobb la suivait jusque chez elle, dans le silence de son appartement, dans les pauses entre deux gestes anodins. Elle se répéta que c'était le contre-coup du stress, la trace d'un événement marquant. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que c'était plus complexe. Elle se sentait reconnue. Les semaines passèrent, et Emily nota de petits changements chez elle. Rien de spectaculaire. Rien d'alarmant. Une fatigue plus rapide. Une douleur sourde qu'elle chassait d'un rire nerveux. Des vertiges brefs qu'elle attribuait au surmenage. Elle n'en parla à personne. Dans ce métier, on apprenait à ne pas dramatiser. Les animaux dépendaient de la constance. Les équipes, de la fiabilité. Cobb, lui, ne s'adaptait pas. Un matin, alors qu'Emily se tenait plus loin que d'habitude, en discussion avec un vétérinaire, Cobb le remarqua aussitôt. Il se leva lentement et s'approcha de la vitre. Son corps n'était pas tendu, mais son regard était d'une précision troublante. « Il est toujours comme ça avec toi ?» demanda le vétérinaire. Emily hesita. « Pas comme ça », répondit-elle finalement. Cobb ne détourna les yeux que lorsqu'elle s'avança de nouveau. Alors seulement, ses épaules s'abaissèrent légèrement, comme si un calcul intérieur venait d'être validé. Cette nuit-là, Emily dormit mal. Ce n'était pas de l'affection que Cobb manifestait. Elle en était certaine. Il n'y avait aucune douceur là-dedans. C'était autre chose. Une attention semblable à celle que l'on porte à une tempête qui approche, bien avant que le ciel ne s'assombrisse. Emily avait passé sa vie à observer les animaux parce qu'ils percevaient ce que les humains manquaient. Des changements subtils, des déséquilibres invisibles. Elle avait toujours admiré cette intelligence. Elle n'avait jamais envisagé ce que cela impliquerait si cette sensibilité se tournait vers elle. Elle commença à ralentir, à écouter son corps avec une attention nouvelle. La fatigue. Les nuits courtes.
La sensation persistante que quelque chose n'allait pas sans pouvoir l'identifier. Et pendant tout ce temps, Cobb continuait d'observer. Un après-midi, un groupe d'enfants se pressa contre la vitre, bruyant et excité. Cobb se retira au fond de l'enclos, indifférent. Puis Emily entra dans son champ de vision. Il revint aussitôt et se plaça entre elle et la vitre, dos aux enfants, regard fixé sur elle. « C'est étrange », murmura quelqu'un. Emily sentit sa gorge se nouer. Il aurait été plus simple que ce regard soit réconfortant. Mais il ne l'était pas. Il ressemblait à de la préoccupation. Et la préoccupation, lorsqu'elle surgit sans explication, a un poids particulier. Emily commença à noter des détails. Pas dans les rapports officiels, mais pour elle. Les jours où Cobb était plus attentif. Ceux où elle se sentait plus faible. Lentament, un schema se dessinait. Elle comprit alors quelque chose qu'elle avait refusé d'admettre. Cobb ne réagissait pas à ce qu'elle était. Il réagissait à ce qui se passait. Et cette prise de conscience l'effraya plus que le rugissement du premier jour. Parce que si Cobb observait une faiblesse, alors elle n'était pas imaginaire. Elle existait déjà, silencieuse, et avançait sans attendre qu'on la nomme. La veille de sa prochaine garde, Emily resta longtemps devant le miroir de sa salle de bain. Elle cherchait un signe visible, n'importe quoi. Il n'y avait rien. Et pour la première fois, cette absence ne la rassura pas. En éteignant la lumière, une pensée s'imposa à elle, claire et lourde de sens. Cobb n'essayait pas de faire peur à qui que ce soit. Il essayait de ne pas la perdre. Les schémas sont faciles à ignorer tant qu'ils ne s'imposent pas. Au début, ce que faisait Cobb restait explicable, du moins en surface. Les animaux s'attachent aux soigneurs familiers. La routine crée le confort crée des préférences. C'était l'explication la plus sûre, celle sur laquelle tout le monde s'appuyait parce qu'elle rassurait. Mais les détails refusaient de s'aligner. L'attention de Cobb n'avait rien de constant. Elle ne suivait ni l'affection ni la récompense. Elle n'apparaissait pas pendant les repas, ni lors des séances d'enrichissement. Elle ne répondait pas à la voix d'Emily, ni à sa simple proximité. Elle surgissait de manière sélective et gagnait en intensité avec une précision troublante. Emily le remarqua surtout durant ses absences. Les jours où elle était affectée à d'autres secteurs, Cobb restait calme, presque effacé. Il mangeait, se reposait, ne montrait aucun signe d'agitation. Mais dès qu'elle revenait dans le périmètre, parfois avant même qu'elle atteigne l'enclos, son comportement changeait. Sa posture se redressait. Son regard se fixait. Ses mouvements devenaient mesurés, comme s'il recalculait quelque chose qui venait soudainement d'entrer dans son champ de perception. Ce n'était pas de l'excitation. C'était de l'évaluation. Les soigneurs commencèrent à consigner ces changements. Pas parce qu'ils étaient convaincus d'une explication, mais parce qu'ignorer des données devenait irresponsable. Les images furent analysées sous différents angles, à différents moments. Les plannings furent comparés. On retira le nom d'Emily des rapports, remplacé par des variables anonymes. Le résultat resta le même. L'alerte de Cobb ne corrélait ni au bruit, ni à la foule, ni à la météo, ni aux cycles alimentaires. Une seule constante subsistait. Emily. Elle fut invitée à participer aux analyses. Regarder les images fut plus difficile qu'elle ne l'avait anticipé. Elle se vit entrer dans le cadre pendant que l'attention de Cobb la suivait sans rupture. Elle se vit s'arrêter, hésiter, pendant qu'il ajustait sa position pour maintenir une ligne de vue claire à travers les barrières. Rien n'était spectaculaire. C'était précisément ce qui rendait l'ensemble dérangeant. Les vétérinaires examinèrent Cobb une nouvelle fois. Aucun signe de douleur. Aucun trouble neurologique. Ses indicateurs de stress ne variaient qu'en fonction de la présence d'Emily, puis retombaient aussitôt qu'elle s'éloignait. C'était comme si son organisme réagissait à un stimulus impossible à mesurer. Emily, de son côté, commença à s'observer avec une attention qu'elle n'avait jamais accordée à son propre corps. Elle nota ses nuits écourtées, cette lourdeur diffuse qu'elle portait depuis des semaines, ces vertiges qu'elle avait appris à minimiser. Elle n'en parla à personne. Non par déni, mais par gêne. Comment expliquer qu'un gorille semblait percevoir quelque chose en elle avant qu'elle-même ne puisse le nommer? Un après-midi, un spécialiste du comportement se tint près d'elle pendant que Cobb s'approchait de la vitre. Il observa longuement, silencieux. Il ne montre aucun signe de menace, murmura-t-il enfin. Pas de dominance. Pas d'agression. Alors quoi? Demanda Emily. Il hésita. Si je ne connaissais pas le contexte, je dirais de l'inquiétude. Le mot resta suspendu dans l'air bien après leur échange. Inquietude. Il suggérait une conscience, une direction, une intention. L'idée que Cobb ne réagissait pas à son environnement, mais à un changement précis chez un individu précis.
Émilie remarqua alors quelque chose qu'elle n'avait pas voulu voir. Les jours où elle se sentait plus faible, Cobb était plus alerte. Lorsqu'elle pressait inconsciemment sa main contre son flanc, il reproduisait le geste, non pas sur lui-même, mais en direction d'elle. Quand elle restait plus tard que prévu malgré la fatigue, il demeurait éveillé bien au-delà de ses habitudes. Pris séparément, ces détails n'étaient rien. Ensemble, ils formaient un message. Émilie comprit pourquoi Cobb n'avait jamais cherché à se calmer ce premier jour. Pour lui, le danger n'était pas statique. Il évoluait. Et le temps comptait. Cette compréhension changea tout. Cobb n'escaladait pas. Il s'adaptait. Par précaution, on réduisit la présence directe d'Émilie près de l'enclos. L'agitation de Cobb diminua, mais son attention ne disparut pas. Il observait depuis plus loin, utilisant les reflets, les mouvements, les silhouettes. La distance n'effaçait pas le schéma. Elle le rendait plus clair. Émilie ressentit le poids de cette responsabilité avec une acuité nouvelle. Cobb n'avait aucun moyen d'expliquer ce qu'il percevait. Son seul langage était le comportement. Ignorer ce langage aurait été une trahison de tout ce qu'elle avait appris à respecter. Un soir, alors que le zoo se vidait, Émilie s'arrêta près de l'enclos. Cobb était assis, calme, attentif. Ils se regardèrent à travers la vitre. Pour la première fois, son regard ne l'effraya pas. Il lui donna une direction. Les schémas, une fois reconnus, exigent une réponse. Et Émilie sut qu'elle ne pouvait plus faire semblant de ne pas écouter. Émilie ne prit pas rendez-vous parce qu'elle avait peur. Elle le prit parce qu'elle ne pouvait plus prétendre qu'elle n'écoutait pas. Pendant des semaines, elle avait tenté de rationaliser ce qui se passait. Elle s'était répété que les schémas pouvaient tromper, que la coïncidence savait se déguiser en sang quand l'émotion s'en mêlait. Elle connaissait les risques de projection, surtout dans un métier où l'on travaille chaque jour avec des animaux sensibles. Pourtant, quelque chose résistait à toutes les explications faciles. Quelque chose de précis, de constant. La première consultation fut presque banale. Des questions standards, des réponses prudentes. Émilie faillit annuler 2 fois, gênée par l'imprécision de ses symptômes. Rien de spectaculaire. Juste une fatigue persistante, une lourdeur qu'elle portait sans bruit. Malgré tout, les examens furent lancés. Analyse, imagerie, rendez-vous qui s'enchaînaient plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Au zoo, Cobb remarqua immédiatement le changement. Le jour où Émilie revint après les premiers tests, il était déjà près de la vitre. Il ne frappa pas. Il ne cria pas. Il s'assit droit, immobile, dans une posture presque solennelle. Son regard suivait chacun de ses gestes, calme, attentif, comme s'il savait que quelque chose avait commencé sans être encore terminé. Émilie évita de le regarder trop longtemps. Elle ne voulait pas chercher de réconfort là où elle refusait encore d'admettre l'inquiétude. L'appel arriva 3 jours plus tard. Émilie était dans sa voiture, moteur allumé, garée devant son immeuble. La voix du médecin était posée, précise. Elle écouta sans interrompre, les mains crispées sur le volant. Il y avait une masse. Petite. Precoce. Facile à manquer sans examen approfondi. Rien d'immédiatement fatal, mais rien d'anodin non plus. Émilie raccrocha sans pleurer. Elle resta longtemps immobile, essayant de comprendre comment quelque chose d'aussi important avait pu exister si discrètement en elle. Sa première pensée ne fut ni la peur ni la colère. Ce fut Cobb. Son regard. Son urgence. Son refus obstiné du calme. Le lendemain, Émilie informa sa hiérarchie, puis l'équipe vétérinaire, puis les spécialistes du comportement. Les mots étaient mesurés, les silences lourds. Personne ne formula l'évidence à voix haute, mais tous y pensaient. Cobb avait réagi avant les machines, avant les diagnostics, avant les mots. Lorsqu'Émilie retourna près de l'enclos après avoir confirmé son plan de traitement, elle ne s'annonça pas. Elle se plaça simplement là où Cobb pouvait la voir. Il s'approcha lentement. Son corps était détendu, sa respiration régulière. Il posa une main contre la vitre. Pas pour frapper, pas pour désigner. Il attendait. Quelque chose céda dans la poitrine d'Émilie. Pas en peur, mais en reconnaissance. Le message avait été donné. Il avait été entendu. Le traitement commença rapidement. Chirurgy. Convalescence. Le vocabulaire de ces journées changea. Les horaires cédèrent la place aux soins. L'endurance au repos. Émilie prit un congé médical. Officiellement, une pause personnelle. Cobb, privé de sa présence, retrouva un calme profond. Il mangeait. Il dormait. Il ne restait plus des heures face à la vitre. L'urgence avait disparu, comme un orage qui s'éloigne après avoir éclaté. Émilie suivait son évolution à distance,
à travers les rapports et les images. Savoir qu'il était apaisé l'aidait à guérir. Lorsqu'elle revint, des mois plus tard, amaigrie, plus lente, elle appréhendait leur rencontre. Cobb la vit aussitôt. Il s'approcha, sans intensité, sans alerte. Il s'arrêta, s'assit, le regard doux. Émilie soutint ses yeux et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit réellement en sécurité. Les équipes observaient en silence. Il n'y avait rien à commenter. La rumeur se répandit, dépouillée de sensationnel. Non comme un miracle, mais comme une leçon. On parla moins vite de mauvais comportements. On observa plus longtemps avant de corriger. On apprit à suspendre le jugement. Cobb n'était pas devenu un symbole. Son nom n'apparut dans aucun manuel. Mais son influence, si. Émilie, elle, refusa toujours l'expression que certains utilisaient, il lui a sauvé la vie. Cela sonnait trop simple. Trop final. La vérité était plus lente. Cobb ne l'avait pas sauvé par un geste héroïque. Il l'avait sauvé en refusant de détourner le regard. En insistant là où le calme aurait été un mensonge. Il n'avait rien demandé en retour. Une fois l'alerte entendue, il était retourné à lui-même. Sans s'accrocher au rôle. Sans chercher la reconnaissance. Cette retenue fut la dernière leçon. Savoir quand agir. Savoir quand s'effacer. Avec le temps, Cobb vieillit. Ses mouvements devinrent plus mesurés. Émilie regardait cela sans tristesse. Elle avait appris que tout n'exigeait pas une interprétation. Certains liens n'avaient pas besoin d'être expliqués pour être réels. Cette histoire ne parlait pas d'un gorille incapable de se calmer. Elle parlait de ce qui arrive quand le calme n'est pas la bonne réponse. Cobb avait montré que l'urgence n'est pas l'ennemi de la paix, mais parfois sa condition. Émilie avait passé sa vie à écouter les animaux. Grâce à Cobb, elle avait appris à s'écouter aussi. Et à comprendre que les avertissements les plus importants arrivent rarement avec des mots, mais avec une insistance qu'on ne peut plus ignorer.